Bonjour à tous et bonjour à toutes, de retour. Comme convenu, nous sommes à l'heure où j'enregistre le 17 juin. J'espère que vous êtes en forme, que tout va bien, que vous faites avec. Aujourd'hui, on va parler deux choses assez, on va dire, ridicules, parce que elles sont grossières, ces choses-là. Elles sont très grossières. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que c'était tellement convenu, tellement grossier, que normalement ça aurait dû faire un flop tout de suite, que ça n'aurait jamais dû, être, suivi par les gens, en général, peu importe leur obédience, leur origine et cetera. Mais et puis voilà, on serait passé à autre chose au bout d'une demi-heure, quoi. Une fois que l'info était validée, on l'assimile et puis on la dégage parce qu'on voit qu'elle est ridicule. Non, bah, c'était pas le cas. Ça a été suivi, mais quelque chose de phénoménal et aujourd'hui, ils suivent encore et c'est un coup, hein, tout simplement un coup de communication. Il y en a qui l'ont vu, mais trop tard et puis surtout, ils n'ont pas compris la nature du coup. Quels étaient les buts de ce coup médiatique, et ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu tout simplement parce que, le voir réellement, ça aurait contredit toutes leurs croyances tout simplement et ça, de se remettre en cause intégralement, c'est impossible. Donc je parle évidemment de la flottille de Gaza, la fameuse flottille. Donc on a eu pendant, je sais pas exactement 2 semaines, 3 semaines en tout, hein, une espèce de montée en puissance de cette escroquerie mise en place, toujours pareil, hein, vous savez quand vous voulez aller, surtout en Israël, le pays verrouillé, surveillé, vous ne pouvez pas entrer comme ça, ils décident qui rentre, qui sort, surtout maintenant depuis le génocide monumental qui est en place et qui continue malgré tout à prendre de l'ampleur. Depuis cette époque-là, c'est encore beaucoup plus compliqué d'atteindre l'État imposteur d'Israël par les voies légales, autrement dit par l'aéroport en Israël qui est celui de Tel Aviv. Et sinon, vous passez par la Jordanie. Voilà, c'est les deux accès. Je parle par voie aérienne. Après, vous pouvez passer par les frontières terrestres, mais c'est encore plus compliqué. C'est quasiment impossible sans une autorisation de l'oncle Sam, de l'État imposteur d'Israël. Voilà, vous avez les deux choix. Oncle Sam, qui est son nom, et qui est oncle Samuel, je le rappelle, hein, c'est son vrai prénom, hein, c'est oncle Samuel. C'est pas quand je dis, parfois je m'amuse à l'appeler oncle Samuel, c'est pas une blague, hein. Il y a un double sens, mais c'est vraiment son prénom, Samuel. Bref, donc je reviens là-dessus parce que, bah, voilà, on voit que ils ont fini, les gens, par reconnaître, enfin, pas tous, mais certains, ils ont fini par reconnaître que c'était un coup marketing, enfin, un coup de communication, pas marketing, un coup de communication pour faire avancer la cause, pro-palestinienne. Je ne sais pas en vérité quel était comment ils peuvent envisager cela, parce que je vois pas la plus-value, je vois pas l'intérêt de faire ça de cette manière-là. Par contre, il y a un autre coup qui a été fait, mais celui-ci, ils ne le comprennent pas. Donc, on a eu un groupe de 8 ou 9 personnes, je ne sais plus combien, peut-être 10, 12. Ils ont décrété qu'il fallait, pour briser le blocus humanitaire, pour approvisionner en nourriture les Gazaouis, donc un peu plus de 2 millions de personnes, on ne sait pas vraiment exactement, vu qu'ils sont décimés tous les jours, et comment on peut faire un comptage de la population si on n'a pas accès au territoire depuis un certain nombre d'années, et puis que tout est détruit, que voilà, c'est une zone de guerre à ciel ouvert, mais emprisonnée, tout simplement. Et donc ils ont décidé en ramenant donc 3 sacs de farine, 2 barres de chocolat et un paquet de nuts, ils comptaient aller briser le blocus alimentaire, donc et éradiquer la famine. Bon, j'en rajoute, je grossis les traits, etc. Mais au début, pendant un certain nombre de jours, c'était vraiment, on va briser le blocus. Mais tout le monde, quand on a vu la quantité de nourriture, c'est un petit bateau, hein. Je veux dire, il fait 15 mètres de long, j'en sais rien, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas comment on peut les qualifier, ce bateau. Est-ce que c'est un catamaran? Est-ce que c'est un... Je ne sais, mais je ne connais même pas les termes, hein, pour vous dire. Bref, ils sont partis donc à 12-15. Et donc, parmi ces 12-15 personnes, donc, comme c'était un coup médiatique, évidemment, mais ils l'ont bien gardé, hein, de le dire au niveau alimentaire, hein. Vraiment, c'était blocus. Après, on a fini par le comprendre rapidement, pour ceux qui avaient un peu minimum de jugeote. Mais bon, pour faire parler ça, donc là, on a vraiment compris que c'était un coup médiatique très rapidement, en vérité. C'est qu'on nous a mis l'égérie mondiale, la climato extrémiste, Asperger ou Asperger, je ne sais pas comment on dit.
il y en a qui disent Asperger, parce qu'Asperger, ça fait bizarre, parce qu'elle souffre du syndrome d'Asperger. Elle est super futée, mais elle n'est pas comme tout le monde, elle est toujours en avance sur tout le monde, mademoiselle Greta Thunberg. Alias la fille cachée de Bill Gates et l'égérie de Al Gore pour la mise en place du fameux réchauffement climatique, enfin la propagande. Et elle, c'était l'agent, ils l'ont sorti de nulle part, elle avait 16 piges, il y a donc 5, 6, 7 ans, 8 ans, je ne sais plus quel âge elle avait dehors 16 ans, hein. Donc ça fait, à quel âge, 23, ça fait bientôt 8 ans, quoi. 8, 9 ans peut-être, 2016, 2017, elle a commencé à apparaître, et puis après, voilà, elle est revenue, elle est repartie. Elle nous a dit qu'on lui avait gâché son enfance, parce qu'on avait pollué la Terre. C'est une vidéo qu'elle a faite, hein, très connue. Pour ceux qui ne connaissent pas, réveillez-vous, parce que c'est chaud. Donc ils nous ont ramené cette chose, parce que j'appelle ça une chose, c'est une création. C'est pas... Toute sa famille, toute sa lignée est très étrange déjà, son père, sa mère, enfin bref, ils sont tous très étranges. Et donc ils nous ont ramené donc Greta Thunberg, j'appelle ça Thunberg parce que pour le fun, l'orage, Thunberg. Donc la montagne de l'orage, Thunberg. Donc les éclairs, etc. Donc Zeus, ah mon Dieu, il va frapper, il va punir l'humanité parce qu'on n'est pas gentil. Je colle des choses qui ne sont pas forcément logiques, mais encore que, pourquoi pas. Bref, et donc ils l'ont affiché en tête d'affiche, Greta, qui vient sur la flottille de Gaza. Dès le début, d'ailleurs, elle a été l'égérie des porte-paroles internationaux pour Gaza. C'était très rapidement, elle était déjà au taquet, elle défendait les Gazaouis, etc., et la Palestine en général. Voilà, elle mettait le kéfier, parce que c'est comme ça qu'on les reconnaît. L'habit ne fait pas de moine, mais le kéfier fait le partisan. Moi, je porte pas de kéfier, j'en ai jamais porté, pourtant j'en ai plein. J'en ai jamais porté, je suis pas un partisan, alors. Bon, bref. La plupart des gens ne portent pas de kéfier, hein. Ils n'ont pas besoin de ça, ou d'accoutrement. Je dis pas que c'est mal, hein, de les porter, mais quand on est palestinien, quand on veut défendre une cause, c'est bien aussi si on veut s'afficher directement, mais arrêtez de prendre les gens pour des cons au niveau médiatique. Quand vous vous affichez, que vous paradez avec une tenue qui n'est pas naturelle, tout ça pour dire que vous défendez une cause. Et moi, je vais me mettre en boubou pour défendre l'Afrique, par exemple. Je sais pas, je suis pas une femme non plus, mais encore que maintenant il n'y a plus de genre, on fait un peu comme on veut. On peut s'habiller avec des tenues féminines, même si on est un homme et qu'on se considère ni homme ni femme, mais plutôt plus ou moins neutre. Je sais pas, moi, on peut se considérer comme un poulpe et se dire que quand même on peut s'habiller comme un humain et surtout comme une femme africaine pour défendre la cause africaine. Je sais pas. De toute façon, maintenant il n'y a plus de sens, il n'y a plus de logique, plus rien ne tient debout, donc on peut aller dans tous les sens. Et donc, bah, voilà, dès le début, son plan c'était d'ailleurs octobre tout de suite, elle était là, elle est arrivée. Bon, je défends les Palestiniens. Ok, pourquoi pas. Mais bon, on n'a pas oublié d'où tu venais, hein, la pro-réchauffement climatique, climato-témonique, pour ne pas dire un autre mot. Mais bon, et là, les gens, je sais pas, ils ont tout de suite switché, ils ont dit, tiens, défend les Palestiniens, et tout de suite, ils ont eu un élan de sympathie pour elle. Ceux qui ne la connaissaient pas, bon, ils s'en fait avoir, et ceux qui la connaissaient d'avant, ils la découvrent pro-palestinienne, et là, ils ont quand même changé leur fusil d'épaule. Ils ont commencé à se dire, non, mais elle est peut-être bien. Ça fait peur, déjà. Je vous rappelle juste qu'elle a été mise en place par les mondialistes. Juste, cette information suffit à la disqualifier définitivement. Mais bon, apparemment, non. Bon, pourquoi pas. Et pendant 1 an et demi, 2 ans, elle a fait sa propagande, tout ce qu'il fallait faire médiatiquement pour exister et être l'image, malgré tout, de la cause palestinienne, médiatique importante, hein, j'entends. Et puis, on a eu tout ce qu'on a eu depuis 2 ans, toutes les infamies, tout ce que vous voulez. Et finalement, on a eu, entre autres, en parallèle en France, l'émergence d'une certaine Rima Hassan. Rima Hassan, waouh! Je vous rappelle juste que Rima Hassan, en 2024, jusqu'en 2023, pardon, elle n'existait pas. Personne ne la connaissait. À part dans son entourage, sa famille et les gens qui l'ont croisée dans la vie de tous les jours, dans ses études, bref, personne ne la connaissait. Et après, bizarrement, elle est apparue début janvier, en février ou de janvier. Elle est apparue 2 fois dans l'émission, je crois que c'est dans l'air, ou un truc comme ça. L'émission de France 5. Je ne sais plus quelle chaîne c'est, je crois que c'est France 5. Elle est apparue 2 fois, elle était invitée. Bon. Moi, quand j'ai recherché à savoir mais d'où elle venait, quand est-ce elle est apparue, je ne l'ai jamais vue, moi, avant le novembre 2024, 23, je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais vue. Et en regardant, on voit qu'elle a fait 2 émissions au début d'année. C'est dans l'air, je crois. Elle a fait 2 fois de suite. Elle venait parler de Palestine, évidemment, puisque c'est sa cause, etc. Donc, avant, jamais, Walou, elle n'existait pas. Médiatiquement parlant, j'entends. Donc, elle est apparue dans ces d'octobre. Et ensuite, en juin ou juillet, pour ceux qui faisaient de la politique, ils l'ont découverte. Elle a fait le congrès de Europe Écologie Les Verts. Le truc d'été, là, je ne sais
pas comment on appelle ça, le congrès d'été ou bref, vous savez, tous les trucs, ils font ça, tous les groupes tous les partis politiques font comment ça s'appelle, les trucs d'été, là. Bref, le terme m'échappe. Je me rappelle quand on était ado, quand on était jeune, les socialistes venaient dans notre cité, pas en banlieue parisienne, on était une cité de campagne. C'était une cité quand même. Et ils venaient racoler, et puis ils nous proposaient d'aller au truc d'été à La Rochelle pour les socialistes, dans les années 92, 93, 90, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Et ils vous défrayaient avec des bus et machin. Donc tout le monde n'y allait pas, tout le monde s'en branlait. Et puis après, c'était juste un prétexte pour certains. Ils cherchaient des gens des minorités, évidemment. Ils racolaient, quoi, tout simplement. Et ils vous défrayaient jusqu'à La Rochelle. Donc pour ceux qui n'avaient jamais vu la mer, l'océan, ben, c'était le prétexte, quoi. Ça faisait une balade. Mais ils voulaient vraiment, ils racolaient, quoi. Donc ça m'énerve parce que le mot m'échappe et je ne le trouve pas et ça m'énerve. Bref, peu importe. Et donc, les universités d'été, je crois que ça s'appelle. Quelque chose comme ça, voilà. Et donc, elle a fait partie de ça au mois de juillet. Donc, vous voyez la montée en puissance médiatique. Hein. Elle commence par les émissions télé, elle fait un petit débat 2 fois, elle a invité. Et ensuite, elle revient en été. Mais là, elle fait de la politique, elle s'engage avec les Verts. Puis ensuite, on la voit ensuite, octobre, 7 octobre. 7 octobre, ça commence, voilà. Les choses rentrent dans le dur, donc on l'a préparé un petit peu, et les gens, certains l'ont aperçu. Son nom commence à être repris. Et puis on la voit, elle commence à être invitée dans l'émission de télé, etc. Puis là, on la vend. Défenseur déclaré, autoproclamé, médiatiquement parlant, encore une fois, elle n'est pas venue de nulle part. Mais ça, les gens ne font pas gaffe, vous savez. Et elle apparaît, elle revient régulièrement, et ensuite c'est le buzz. Tout le monde la veut, tout le monde la reprend, et puis après son histoire, hein, elle est d'origine syrienne, libyenne, pas libyenne, syrienne, palestinienne. Elle a été réfugiée, elle est née dans un camp de réfugiés, ensuite elle est venue avec sa mère, elle a galéré, ensuite elle a fait des études, elle s'est intégrée, elle a développé, elle est devenue avocat ou je ne sais quoi, ou alors avocat d'affaires, ou je ne sais plus, un truc comme ça dans sa carrière, quoi. Donc on va dire qu'elle s'est intégrée, elle a travaillé, etc., la force, le courage, et puis elle défend sa cause d'origine, quoi. Donc on s'est dit bien, génial, elle a travaillé au tribunal international, je crois, pendant un certain nombre d'années. Faudrait que je regarde, mais bon, ça m'a tellement fatigué. Enfin, le cursus classique de quelqu'un qui a l'air bien, quoi, qui défend une bonne cause, puisqu'il a le fond de ce qu'elle est, c'est la cause palestinienne, c'est la souffrance par rapport à sa famille, etc. Donc elle est cohérente dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle représente et ce qu'elle fait depuis le 7 octobre, on va dire, elle est cohérente, ça passe. Donc elle est montée en puissance jusqu'à arriver au point où elle s'est affiliée à LFI et en parallèle, très rapidement, donc d'ailleurs, 7 octobre, Rima Hassan qui arrive, LFI qui est tout de suite diabolisée, puis ensuite Rima Hassan qui rejoint LFI. Et cette diabolisation de LFI et cette montée en puissance de Rima Hassan, c'était de la mise en œuvre, c'est de la mise en pratique de la manipulation. Comment vous voulez faire apparaître quelqu'un de totalement inconnu, le faire monter en puissance et de le rendre très 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 important pour une certaine cause, qui vous arrange d'ailleurs, en très peu de temps, c'est en la diabolisant. Ils ont fait que ça. Tout de suite, ils l'ont diabolisé, elle et les filles. Ils les ont tellement diabolisés qu'à la fin, c'est étonnant que, tiens, elle, Rima Hassan, elle arrive avec et les filles se mettent ensemble. Elle devient candidate parce que je crois que les Verts lui avaient proposé, parce qu'elle était donc avec les Verts au départ, ils lui ont proposé une place pour les européennes, mais elle n'était pas éligible. Elle était placée, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais si on vous place dans un ordre, à partir d'un certain ordre, vous n'êtes pas élu. Vous êtes sur la liste, mais vous ne faites pas partie des élus. Tandis que si on vous place suffisamment dans les 10 premiers, je ne sais pas exactement, si vous gagnez, vous êtes élu. Donc vous siégez au Parlement européen. Et les filles lui ont proposé ça, donc elle est partie avec les filles. Voilà, donc vous voyez déjà le truc. Après, c'est ce qu'ils disent. Hein. Après, ça se trouve, c'est juste du foutage de gueule. Et d'office, elle devait être avec les filles. Il fallait juste montrer voilà, un petit cheminement, histoire de dire que c'est pas calculé, elle avance en fonction des intérêts qu'elle peut défendre, parce qu'aller au Parlement européen, c'est pouvoir défendre la Palestine, c'est toujours pareil, hein, par rapport aux nations européennes. Donc voilà, faire entendre parler de la cause palestinienne. Donc elle, c'était ça son projet. Je pense, hein, elle l'a jamais annoncé comme ça, mais on comprend que c'est ça son projet. Et par ses actions, hein, qu'elle fait médiatiquement parlant. Et finalement, elle est sur les listes de LFI, et après, on entend, donc ça monte la sauce, LFI antisémite, Rima Hassan antisémite parce qu'elle défend la Palestine, toujours pareil, et comme beaucoup de LFistes défendent la Palestine, un certain nombre, et à la fin, ça fait que tout le monde entend parler d'eux. Alors en mal, on s'en fout. Et ensuite, ça crée les partisans. Dès qu'on parle, on critique, et surtout quand c'est les dirigeants sionistes de ce pays, journalistes, rédacteurs en chef de presse, ou simplement hommes politiques, ou tout ce que vous voulez, qui ont la parole et qui sont pro-sionistes,
Ils ne font que ça, donc ils alimentent, ils critiquent et Hassan et les filles, et à la fin, bah, tous les gens qui sont pro-palestiniens et pro-anti-génocide, tout simplement, ils vont avoir forcément de la sympathie en se disant, ben voilà, il l'attaque, il l'a calomnié, tout ce que vous voulez, donc forcément, ils sont du bon côté. Et c'est tellement facile de comprendre ça. Et je dis pas que c'est faux, elle a l'air, quand on écoute, elle a l'air du bon côté, et les filles aussi. Et je vais pas dire qu'ils sont pas du mauvais côté, qu'ils sont du mauvais côté, non. Par contre, je m'arrête pas à ça. Je me dis, mais c'est étonnant, quoi. Cette meute qui s'acharne d'un seul coup pendant des semaines, des mois, tous les jours, sur quelqu'un qui est apparu subitement et qui décide de diaboliser un parti politique, qui le diabolisait déjà avant, mais là, ils se sont lâchés. Vraiment, il y a quelqu'un qui a donné un coup de top départ, comme toujours. Il donne un top départ et ils sont tous sur la même ligne et ils y vont. Il n'y a pas de censure en face. Hein. C'est-à-dire qu'ils tiennent des propos abjects en les qualifiant de tous les noms, pro-terroristes, tout ce que vous voulez. Mais personne ne censure, personne ne coupe parce que vous ne pouvez pas accuser les gens comme ça gratuitement, sans preuve. Et donc, à la fin, ça permet de faire la publicité. Et les gens dans l'émotion, ils ne comprennent pas. Ils acceptent. Inconsciemment, ils valident le fait qu'elle est une résistante. Voilà. Et les filles sont des gens bien. Et donc, bah, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Elle a été élue au Parlement européen. Elle a apparu de nulle part, un an après, elle est députée européenne. Et c'est là-dessus qu'elle continue à parler. Maintenant, elle va siéger. Elle a encore une autorité, une visibilité beaucoup plus importante. Donc, maintenant, elle est passée à l'international. Et finalement, cette année, en 2025, donc la progression est assez intéressante, médiatiquement parlant. Et ensuite, elle apparaît donc finalement 2 ans après, au mois de mai, donc je crois que c'est au mois de mai, donc début mai, ou mi-mai, je ne sais plus, ils parlent de cette flottille et ils ont besoin donc de mettre des noms sur cette flottille pour ce mouvement. Il faut que ce soit connu, soi-disant, parce que c'est un coup de médiatique. Voilà. Donc, ils nous mettent la Greta Thunberg, et Rima Hassan, ils les associent donc pour la France et l'international. Ça fonctionne bien et ça fait parler. Si vous n'aviez pas mis Greta Thunberg, ça suffisait pas à faire parler suffisamment. Mais ça aurait parlé un petit peu, mais pas plus. Et puis, bah, forcément, les médias qui les ont mis en avant, je veux dire, eh ben, ils ont continué à attaquer. Donc, ils avaient encore de la matière pour alimenter encore les propos anti-Palestine, anti tout ce que vous voulez, parler d'islamisme, machin, etc., de tout ce que vous voulez, vous pouvez imaginer, ils ont eu encore 15 jours, 3 semaines de vomi gratuits et qui leur permettaient de relancer la machine. Et d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui relancent systématiquement les machines avec des éléments médiatiques qu'ils mettent en place, tout simplement. Regardez, observez un petit peu, analysez un peu comment les choses apparaissent sur certaines choses, en France, je parle, hein, dans les médias français, sur certaines situations, et vous voyez que c'est eux qui les créent. En parlant, et ensuite en débattant, en créant du débat, puis ensuite ça fait réagir, donc ça continue à en parler, puis ça devient un effet boule de neige, et ça fait un événement qui devient populaire. Les gens en parlent, ils ne savent même pas d'où c'est venu, ils ne savent même pas pourquoi ça est venu, puis ils ne savent même plus pourquoi ça a disparu, mais ça a servi pendant un certain laps de temps. C'est toujours le même chemin. Et donc là, ils sont partis, et là, c'était le branle-bas de combat. Tout le monde était en train de se dire, ah, c'est génial. Il y en avait qui sentaient que la carotte avec Greta Thunberg, c'était pas bon. Mais ils se sont dit non, elle est pro-palestinienne quand même, ouais, ça fait 2 ans, c'est bon, allez, si, on valide. Il y avait aussi Rima Hassan avec son histoire de pro-palestinienne, son pays d'origine, machin. Donc ils se sont dit, bah, c'est génial, elle va y aller. Et donc voilà, elle est arrivée, donc elle a été élue, elle a le droit à tous les avantages d'un élu, donc la parole médiatique, siéger au Parlement européen et tout ce que vous voulez, donc elle sera toujours mise en avant, peu importe pendant son mandat. Et donc elle a besoin de briller pour ça. Et c'est là-dessus qu'elles partent. Donc elles arrivent. On sait très bien qu'il ne va rien se passer. Moi, au pire, je me suis dit, à part finir en martyr zigouillé par l'armée israélienne, au pire, hein, je me suis dit, c'est possible qu'il les shoote, mais je n'arrivais pas à comprendre exactement où ça allait arriver, comment ça allait se terminer cette histoire. Parce que je ne comprenais pas la plus-value de l'affaire, à part le coup médiatique, et encore une fois, je me suis dit, mais alors, elles y vont, et les Israéliens les laissent arriver. Imaginons, ils rentrent, ils vont arriver à Gaza, les gens, ils sont des milliers, donc plus de 2 millions, ils crèvent la dalle. Ils vont débarquer au milieu de nulle part sur Gaza, comme ça, comme si de rien n'était. Les Israéliens vont fermer les yeux, vont les regarder arriver. Ils vont débarquer et après. Et après. Voilà. Après, rien du tout. C'est ça qui est choquant, c'est que ça ne servait à rien de toute façon. Les Palestiniens seraient venus, ils auraient vidé les cales en 2 secondes. Il y avait 3 sacs de farine. Je ne sais même pas ce qu'il y avait, vraiment. Ils ont annoncé les trucs, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils mettent dans un bateau ridicule? C'est même pas plus gros qu'un camion. Même les camions, quand il y en a, il en faut des milliers qui viennent pour approvisionner une population aussi importante. Comment vous voulez qu'avec... bref, peu importe. Donc, ça aurait apporté quoi? Rien. Et donc, l'idée, c'était juste qu'on les regarde.
et que ça ne pouvait pas finir comme ça, ils ne pouvaient pas arriver et débarquer et décharger leurs marchandises. Ça aurait été bien, on aurait filmé un petit peu, mais ça aurait été ridicule. En 2 secondes, c'était fini. 3 bouteilles d'eau, 2 sachets de farine. L'affaire aurait été réglée, et voilà. Et après, ils repartent avec un petit bateau. Ah oui, ça aurait été pour l'image. On peut y arriver, on peut on peut traverser la défense israélienne, on peut arriver directement et donner de la nourriture aux Palestiniens. Tout le monde n'est pas naïf. Bien sûr que non, ils ne peuvent pas le faire. Mais imaginons, ils l'auraient fait, même ça, on n'y aurait pas cru. On se dit, ok, c'est juste pour de la com, ils les auraient laissés passer. Voilà. Mais à la fin, quoi qu'il arrive, ça aurait été ridicule. Donc, ça aurait fait pchit et on serait passé à autre chose. Donc, c'était pas le but d'arriver et de distribuer. Il fallait qu'il y ait des incidents, pardon. Et c'était prévu. Ils les ont arrêtés donc, pour vous dire que tout est une mèche, Israël, comme les commanditaires de cette flottille. Et les seuls idiots utiles, c'est ceux qui sont sur cette flottille. Et encore, je parle que des autres, hein, pas de Rima et Thunberg. Je les considère pas comme des idiotes utiles. Elles sont vraiment, c'est entre deux, si vous voulez. Elles savent qu'elles servent une cause, elles ont des consignes, elles ne savent pas exactement ce qu'elles doivent servir comme cause. Mais elles ont des supérieurs qui leur disent ouais, ce serait bien que tu fasses ça. Vous voyez, elles ne sont pas dans la connivence, elles ne sont pas au fait des choses. Elles savent qu'elles ont un employeur qui leur donne des ordres. Et en gros, globalement, elles doivent les mettre en place, quoi qu'il arrive, même si leur morale leur fait des siennes. Non, là, ça ne marchera pas comme ça, elles feront quand même ce qu'on leur dira de faire. Et donc voilà, il fallait absolument qu'il y ait un incident, et il est arrivé. L'armée israélienne a intercepté dans les eaux internationales. Donc vous vous dites, bon, ils auraient pu attendre d'arriver au large de Gaza. Non, ils sont arrivés au international. Donc il fallait faire du bruit. C'est un choix. Ils n'ont pas c'est pas à l'insu de leur plein gré que l'armée israélienne les a interceptés dans les eaux internationales. C'est pas le fruit du hasard. Il leur a envoyé des drones, et l'autre, elle filme, ah ouais, ils nous envoient des drones, nous envoient des mousses, machin. S'il nous arrive quelque chose, machin, enfin, là, ils ont fait monter ça comme si c'était grave. Bref, du foutage de gueule, et c'est passé. Et là, ça fait tous les jours, c'était l'épisode des flottilles de Gaza. Il faut les soutenir, il faut les soutenir, il faut les soutenir. Bref. Ça a retourné le cerveau à plein de gens. Et ils sont arrivés, et l'armée les a récupérés, et ça a fait parler, et ils nous ont montré les images. L'autre, la guerrière, la Thunberg, qui sourit pendant qu'on l'arrête. Ils l'ont expulsé très très vite d'ailleurs, et ensuite ils ont gardé Rima quelques jours de plus. Ils l'ont expulsé très très vite et rapidement, et ils ont fait un scandale quand elle est arrivée avec l'autre clochard qu'ils ont mis en avant, là, la blonde, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, on ne sait même pas, ces gens-là, ils sont toujours en Israël. C'est quoi cette population en France qui vit dans un autre pays, mais qui vit en France, mais qui chie sur la gueule des Français, et qui donne toute sa soumission à ce pays, Israël, et qui revient en France et qui vient faire son argent et qui vient vivre en France, mais qui donne allégeance à un autre pays. Et je comprends pas, moi. Je comprends pas. Et il s'affiche sans problème, et la police qui est là, ouais, oui, tu as ton drapeau israélien, tu cries Am Israël, machin, je sais pas quoi, à une meuf ou à des gens, je sais pas quoi. Quand Rima elle sort avec je sais pas qui, parce qu'on la voit pas, elle hurle, et elle devient médiatiquement connue, alors qu'elle était déjà dans les sphères, elle connaissait pas mal de monde, de ce qu'on a pu connaître, mais à la limite, on s'en carre l'oignon de cette meuf. Elle s'est fait sa petite pub, et puis ça marche, quoi, voilà, tout simplement. Et donc voilà, elle revient très rapidement, hein. Les autres qui étaient avec elle, ils ont été libérés qu'aujourd'hui même, apparemment, les derniers. Ils sont restés 10 ou 15 jours, 10 jours de plus que les autres. Mais Thunberg et Rima Hassan, elles sont sorties très rapidement, et ensuite, ben voilà, elles sont revenues, elles ont parlé, ça a fait parler. Pendant 15 jours, on n'a eu que ça. Et elle est finalement, Thunberg, elle a fait ses déclarations, je ne sais pas où, en Suède. Ça a fait parler un peu, mais voilà, on est passé à autre chose. Et Rima, elle est arrivée en France. La seule interview qu'elle a donnée, je rappelle juste, il y en a beaucoup qui sont tombés dans le panneau aussi, elle l'a donnée sur Radio Nova, la fameuse radio qui a été rachetée par Mathieu Pigasse, je crois, qui est milliardaire, qui soi-disant lui défend la liberté d'expression, et tous les bouffons pro-palestiniens qui ont vu que c'était une radio. Je rappelle juste qu'il y a Guillaume Meurus qui est allé dans cette radio, qui est tout sauf un dissident, ce mec. C'est un guignol. Ah oui, il a dit que Milolevski, je sais pas comment il s'appelle, Milolevski, c'est un nom à la con comme ça. Benjamin, donc chez Netanyahou, de son pseudo d'OQTF, mais il s'appelle Benjamin, mais Miekolevski. J'arrive même pas à le dire. Je le lis pas, je le dis de tête, mais j'arrive pas à le dire. Donc il a dit qu'il avait pas de, il avait coupé le bout. C'était un machin, parce que j'ai dit le mot, ça va striker, un machin sans fuite. Voilà, c'est la même chose, quoi. C'était un adepte du petit moustachu à bras tendus, mais sans voilà. Sans une partie de sa virilité, voilà. Voilà la vanne de merde. Et soi-disant, ils l'ont mis à pied, ça fait un scandale pareil. Après, ils lui ont donné Radio Nova. La radio reprise par un milliardaire. Donc, milliardaire, vous savez que ça n'existe pas, un milliardaire honnête. Je parle pas dans le sens il l'a volé.
je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet. Mais voilà, c'est quelqu'un qui fait forcément partie. Il est forcément à un moment ou à un autre, il a des accointances avec le côté obscur de la force mondialiste, c'est tout. C'est pas, il n'y a pas de milliardaire honnête. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est connu. Hein. Les grandes fortunes ne se sont pas créées avec la force du poignet. Voilà. Il n'y a pas que de la sueur. Il n'y a surtout pas de sueur. Ou alors c'est celle des autres et elle n'est pas consentie, cette sueur. Voilà. Il y a aussi du sang. Bref, donc, et elle est venue dans cette radio pour aller expliquer ce qu'elle a fait. Sincèrement, je ne l'ai pas regardé, j'en ai rien à foutre. Mais ça vous montre que cette radio est devenue radio web télé. Enfin, ils font de la télé, ils font de la radio. Vous trouvez leur canal sur YouTube, ils sont assez, puis sur Twitter ou ailleurs, vous les trouvez. Ils sont facilement. Ils ont ramené toute une équipe de jeunes plus ou moins drôles, plus ou moins talentueux. Mais bon, voilà, ça mange pas de pain, donc ça va pro-palestinien, mais ça va valider les filles, et puis là, ça va valider l'escroquerie. Rima Hassan, tout simplement, en l'invitant, et c'est ridicule, voilà. Mais continuez, ça, les gens, ils sont partis, ils ont accepté aussi de se dire, bon, on va aller sur la radio de Pigasse, parce qu'ils invitent des gens qui sont blacklistés. Voilà, ça marche. Hein. C'est très très vieux comme technique, mais ça marche. Et donc, voilà la flottille, à quoi elle a servi? À rien, si ce n'est encore mettre un peu plus en avant Rima, donc l'entériner dans un poste, dans une position, pour préparer le terrain, pour valider encore une fois l'idée d'un groupe politique qui va être l'alternance dans 2 ans en France, parce que là, je reviens au problème franco-français. On a utilisé la lumière d'un événement dramatique mondial pour apparaître et pour encore être plus mis en avant grâce à ça. Et ce qui fait que, justement, grâce à ça, on va pouvoir profiter des retombées et éventuellement gratter une petite place pour les élections prochaines présidentielles en France. Alors, c'est pas pour elle être élue, mais c'est parce qu'elle fait partie d'un groupe qui s'appelle donc LFI et où le leader charismatique, connu, c'est le frère franc-maçon de grand-père en petit-fils, Monsieur Mélenchon. Les gens ont peut-être oublié, ils étaient déjà prêts pour voter pour lui en 2025. Non, quand est-ce qu'il a été élu Macron? 2025 2024 C'était quand les élections? Ah oui, c'était 2022, punaise. Pour vous dire comment je m'en carre le mignon, comme dirait l'autre. Je m'en fous à un point que j'avais oublié. C'est 2022, c'est européenne 2024. Donc c'est en 2027, voilà, donc dans 2 ans. Les nouvelles. C'est que du sang, du malheur et des crimes pour les Palestiniens et pour le monde arabe en général. Parce qu'ils sont arrivés dans un pays qui n'était pas le leur et ils l'ont pris de force avec l'aval des nations européennes. Je vous rappelle juste ça à titre d'information. Donc ceux qui viennent et qui pensent que le 7 octobre, c'est le début de la méchanceté et qu'on mérite, non. Quand un voleur vient chez vous, alors je sais que c'est en plus, c'est comment on appelle ça, un inside job, évidemment, merci le Hamas, ton univers impitoyable, les escrocs créations israéliennes. Je mets tout le monde dans le même lot, Hamas, Hezbollah, le Fatah, comment il s'appelle, le djihad islamique, et je ne sais plus qui est l'autre éventuellement. Bonnet blanc, blanc bonnet. Création, intérêt uniquement à la fin, quoi qu'il arrive, pour l'État imposteur d'Israël, dans son agenda, dans l'avancement de son agenda. C'est tout, rien d'autre. Absolument rien d'autre. Et il y a le facteur de ruse qui rentre dedans ce sachet-là, ne l'oubliez pas. Et donc voilà, donc moi, je sais que c'est une fumisterie, et puis ceux qui se tirent la bourre en se disant ouais, attention, cachez-vous, ils sont toujours en train de crier à la guerre comme si ça les excitait. J'ai l'impression, je comprends pas le délire en fait. Ils sont là, ouais, attention. Ils voient un échange de missiles, là on voit des missiles, ils ont détruit des immeubles, pas grand chose d'ailleurs, mais quelques immeubles ont été détruits en Israël. Génial, 3 morts, 12 blessés, des vitres éclatées, bon voilà. Pour tout ce qu'ils ont envoyé, juste ça les dégâts, c'est du foutage de gueule, c'est une blague. C'est une blague. Après, les Israéliens, ils renvoient un truc, ils pètent l'immeuble de la télé, la journaliste, on la voit en train de hurler, la journaliste télé iranienne, et après, elle revient, elle décorée défoncée, elle continue à parler. Bref, c'est impressionnant, hein, il vous en faut pas grand-chose pour... Et puis, on raconte tout et n'importe quoi, on met bien en scène, franchement, on met bien en scène. Alors que si l'Iran voulait vraiment détruire Israël, elle l'aurait fait. Après, ils disent qu'ils ont fait une fatwa pour pas avoir l'arme nucléaire. Elle est connue depuis longtemps, cette fatwa. Mais évidemment, si l'arme nucléaire était comme elle est définie, si elle existait, évidemment que c'est anti-islamique d'avoir une arme comme celle-ci. Elle détruit tout. Elle détruit tout. Donc l'islam interdit de détruire tout, de détruire la nature, de détruire tout court. Il y a plein de notions en islam, mais les gens comprennent même pas, ils connaissent pas, qui empêchent de faire certaines nuisances. Vraiment, même dans son propre intérêt, quand on veut vous protéger, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas couper les arbres, on ne peut pas polluer l'eau, on doit respecter le vivant, même quand on combat. Mais les gens ne comprennent même pas. Et je parle de guerre défensive, hein. Je ne parle pas de combat gratuit, machin, bref. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de guerre offensive en islam. Juste pour rappel, mais bon, c'est pas le sujet. Et en 1916, ils ont fait la fameuse révolte arabe avec notre prince, notre fameux Laurence d'Arabie.
le shérif, avec le shérif de la Mecque, a été donc la famille Hussein, ceux qui ont récupéré la Jordanie, donc traîtres de grand-père en petit-fils, qui ont, sur ordre de Britanniques, encore une fois, toujours, hein, au Caire, au sud, ils font leur chaos avec les frères musulmans, et au nord, ils font le chaos avec les hachémites donc shérif de la Mecque, parce qu'à l'époque c'était l'Empire ottoman, donc c'était pas frontalier, même s'ils avaient été en grande partie colonisés, et ils avaient quand même il y avait encore le khalifa, voilà, et qui était réduit à peau de chagrin, mais la Palestine et l'Arabie et la Jordanie, c'était encore le khalifa avec l'Empire ottoman qui venait de se faire massacrer, mais qui existait encore techniquement et religieusement parlant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés, les Britanniques, avec leur fausse monnaie et leurs promesses. Ils ont dit au shérif de la Mecque, tu sais, il faut vraiment que tu fasses quelque chose contre les Turcs et qui vous oppriment. Mais parce que si vous vous soulevez contre les Turcs qui vous oppriment, on va vous aider. Mais si vous vous soulevez contre eux, on vous promet un pays. Et toi, tu seras, le shérif de la Mecque, tu seras le calife. C'est toi qui vas prendre le pouvoir. Et vous aurez une nation musulmane forte. Voilà. On vous le promet. Les Britanniques qui disent ça. Les Britanniques qui ont l'intention, quelques années après, de proposer la Palestine comme foyer national juif. Alors que ça appartient aux Ottomans. C'est incroyable. Donc, ils font ça en 1916. Et ils font les révolutions arabes en 1916. Ça dure 2 ans. Et je renvoie d'ailleurs à ceux qui sont intéressés par le sujet, à l'excellent livre, qui était sa thèse d'ailleurs à l'ONU, de Cheikh Imran Hussein, qui s'appelle, en français il a été traduit par Fiat Lux, en français il a été traduit, comment il s'appelle? Khalifa, je crois qu'il s'appelle. Et donc il est disponible aux éditions Fiat Lux, donc il l'a traduit par Khalifa, le titre, mais il est beaucoup plus long que ça, le titre en anglais. C'était la thèse du Cheikh Imran Hussein qui a découvert tous les accords entre le shérif de la Mecque, les alliés britanniques, les Égyptiens, enfin, il rentre dans les détails, comment on a, avec les Ottomans, etc. Il explique, parce qu'il a vu tous les accords, comme il était à Genève, il a étudié, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, j'explique pourquoi, parce qu'il sait de quoi il parle, le Cheikh Imran Hussein. Cette thèse qu'il a développée en 1976, je le rappelle juste. Ça fait 50 piges bientôt. Il a développé ça parce que c'était sa thèse d'étudiant. Et il avait accès à tous les contrats dans les archives de l'ONU à Genève. À l'époque de Genève, c'était le cœur, il y avait énormément d'archives. En tout cas, avant que ça parte à Genève, à New York, tout ce qui était des années 30-40, c'était à Genève. Donc il y avait les archives, donc il y a eu accès. Et là, il a été choqué. Et comme il était musulman, il a vu la trahison, il a compris comment. Il y avait les contrats, les courriers, tout. Incroyable ce livre. Je vous le conseille fortement. Khalifa. Vous pouvez le trouver, pas en français, mais en anglais, il est disponible gratuitement sur le net. C'est le Cheikh Imran Hussein qui le met gratuitement. Donc d'ailleurs, vous pouvez lui faire une donation parce que tous les bouquins qu'il a, il les a tous mis en ligne gratuitement. Après, il y a à boire et à manger, mais la plupart de ses ouvrages, ils sont juste exceptionnels sur le fond. Et il y a un certain jeune Syrien qui s'appelle Anounou. C'est un Syrien, kurde syrien, très financièrement, c'est un notable. Alors, j'ai eu un petit problème avec mon StreamYard, donc je continue en dehors de StreamYard pour reprendre ce que je disais. Et ce que je disais, c'est que je parlais d'un certain Ibrahim Anounou, un Syrien d'origine kurde, il est kurdo-syrien. Et c'est un notable de sa région. Et au début de cette révolte arabe qui a eu lieu donc à partir de 1916, sur impulsion des Britanniques et d'un certain, comme je le disais, Laurence d'Arabie, le célèbre, qui a été, son aventure et son épopée ont été mis en image dans les années 60 avec, pour l'incarner, l'acteur Peter O'Toole. Et il y avait dans le casting un certain Omar Sharif. Et donc on a mis en avant, on a romancé son histoire de révolte. En réalité c'était un espion, rien d'autre, hein, pour la couronne britannique. Et il a réussi, enfin lui c'est pas le seul, hein, il a réussi à monter tous les musulmans donc, de cette époque-là, en particulier les grands dirigeants des contrées arabiques et syriennes, d'aller combattre donc, les Ottomans qui étaient donc, qui chapeautaient toute la région, et en particulier les lieux saints de la Mecque et Médine et Jérusalem, qui étaient donc tous sous l'emprise du califat depuis maintenant presque 10 siècles. Donc. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit avant, enfin je le redis ici. Et donc c'est cette guerre qui a été menée. Donc il y a eu donc un élan de, on va dire, de solidarité guerrière et ça a fait des émules et ça a créé des vocations. Et certains Syriens, entre autres, pas que, mais certains Syriens, sont allés combattre dans le Hijaz, du côté donc, de la chasse gardée du shérif de la Mecque, Hussein. C'est donc la famille Hussein qui va donc diriger ensuite la Jordanie.
Et donc sur leur arrière-grand-père, par rapport je crois qu'il s'appelle Abdallah le dernier, je ne sais plus s'il s'appelle comme ça, c'est le dirigeant actuel, avec sa mère américaine. Je ne sais plus s'il s'appelle Abdallah, enfin peu importe, le dernier qu'on a aujourd'hui, enfin c'est un sioniste. Hein. Je me pose la question si sa mère n'est pas juive, mais bon, pourquoi pas, disons qu'il est musulman. Je souris en disant ça évidemment, imaginons qu'il l'est, peu importe. Donc son grand-père, son arrière-grand-père même je crois, était donc le shérif de la Mecque, et donc c'était le gérant de cette région, et donc des lieux saints de l'islam. Il a été donc mis en place, il a été orienté, financé par les Britanniques, qui l'ont lancé contre les autorités ottomanes, qui donc étaient musulmanes évidemment, et qui géraient un lieu hautement important pour les musulmans, et pourtant ça n'a pas empêché les Ottomans, les Arabes de la région d'aller se battre contre eux. Ils ont même déclaré ça comme étant un djihad. C'est pour vous dire le niveau. Et donc beaucoup de personnes qui avaient les moyens et qui avaient l'intention aussi de libérer les terres musulmanes de la contrainte et de la, entre guillemets, du despotisme des Ottomans, donc sont allés combattre les Ottomans. Et en particulier donc Ibrahim Hanounou, qui est parti de 1916 à 1918. Et il a combattu, on ne sait pas exactement où il a combattu, mais on sait qu'il est resté presque donc toute la période de la révolte de 1916 à 1918. Et puis une fois que les choses sont arrivées, il est rentré en Syrie. Et il a même pu voir l'arrivée, je suppose, on n'a pas les preuves, mais il a pu voir l'arrivée des Français et des Britanniques à Jérusalem quand ils ont réussi à traverser. Ils sont rentrés par la porte, j'ai oublié le nom, très très connu, qui est devenu ensuite, je crois que la rue porte son nom, le général Allenby. Et il a expliqué, voilà, ils les ont vus arriver en 1918 quand ils ont donc défait les Ottomans, et que ça a fracassé définitivement l'autorité des musulmans, et ça a permis de détruire le califat quelques années plus tard. Enfin, là, il venait de prendre un sacré coup. Et il était avec ce général Allenby, donc britannico, avec les forces britanniques et françaises, évidemment, qui sont rentrées. C'était les Britanniques qui géraient. Et il y a eu donc à la tête un certain Abdallah, j'oublie son nom de famille, qui était donc un Palestinien, druze, non, un Syrien, pardon, druze, qui est entré avec ce contingent de non-musulmans. Et il est rentré avec eux à Jérusalem, et il a permis ensuite ce qui est arrivé au niveau palestinien et la création future de l'État imposteur d'Israël. C'est un druze musulman, soi-disant. Enfin, les druzes ne sont pas musulmans, pour info. Je le rappelle encore une fois, ils sont tous sauf musulmans. Ils ne sont rien de tout du tout. C'est un autre sujet. J'y reviendrai un peu plus tard. Et donc, ce Ibrahim Hanounou, qui était revenu dans cette même période, mais lui, il est resté en Syrie, il est venu puisque maintenant, il y a un deuxième combat qui commençait. Donc, en plus d'avoir combattu donc, les musulmans ottomans en Arabie et d'avoir permis leur défaite, il est revenu donc, en Syrie, toujours province ottomane, et cette fois-ci, mais comme tout commençait à changer, les Britanniques et les Français s'étaient installés donc en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Irak. Et en Syrie, donc je viens de le dire. Et donc ils s'étaient installés avec le traité de Sèvres, ils avaient récupéré certains endroits, ils avaient partagé le Moyen-Orient si vous voulez. Et donc dans la foulée, quand les Français se sont établis en Syrie, les Français ont commencé donc à diriger, à se mettre en tant que force en attendant que le conflit, la Deuxième Guerre mondiale terminait. Et les Ottomans allaient perdre la guerre puisqu'ils étaient du côté des Allemands. Donc ils allaient perdre la guerre, ça arrangeait tout le monde. Entre-temps, on a eu la déclaration Balfour, donc 1916, non 1917, mais juste l'année d'avant, en 1916, au début des printemps arabes, de la révolution arabe, pardon, on a eu donc les accords Sykes-Picot. Ensuite Balfour l'année d'après. Donc pendant ce temps-là, donc c'était en pleine période de révolution arabe, pendant que ce Ibrahim Hanounou combattait d'abord en 16-18 dans la région du Nejdj. Pardon, pas du Nejdj, du Hijaz, je m'excuse, le Nejdj c'est Riyad, le Hijaz c'est la Mecque et Médine, Jeddah, etc. C'est toute cette région-là approximativement. Donc pendant qu'ils combattaient là-bas en 16-17, les Européens ils se partageaient déjà le gâteau. Et ensuite en 18, quand tout a été terminé, que les accords ont été validés, enfin ils ont été rédigés, ils ont commencé à fuiter d'ailleurs. Les accords de Balfour ont été fuités par les bolcheviks. Les bolcheviks qui étaient à la tête de l'Union soviétique de l'époque.
Et justement, c'est eux qui ont fait fuiter ça, et ça a permis donc aux masses arabes de se dire, ah, il y a une trahison. On a combattu les méchants Turcs, soi-disant, qui nous oppressaient, et ils ont insufflé aussi au cœur des nations arabes l'idée de nationalisme, évidemment. C'est ce qui a révolté les Arabes en disant ben, on va avoir un pays à nous. Et c'est toujours les autres qui vous le promettent. Hein. Les autres qui ne sont pas de votre pays vous promettent un pays. C'est génial. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Et comment on peut accepter ça? Un pays étranger, une nation étrangère, une culture étrangère qui vient chez vous. Étonnamment déjà, pourquoi ils viennent chez vous? Ils s'installent, ils font la guerre et ils vous disent on va t'aider, cher ami, chez toi. Mais tu veux avoir ton pays, on va te l'offrir. Mais d'où on peut tenir ce genre de discours et que personne en face ne tilte? Je ne comprends pas. Ou alors ils ont massacré tout le monde, tous ceux qui auraient pu se lever avant, tous les penseurs, tous les gens intellectuellement peu influents et qui avaient un pouvoir, ils les ont soit achetés, soit tués, soit éliminés d'une manière ou d'une autre pour que les masses ne réagissent pas. Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Bref, donc on a influencé, on a mis en tête dans l'esprit des musulmans la possibilité de créer sa propre nation, alors que l'islam c'est la Ummah, hein. Le dogme islamique, il n'y a pas de nation. Dieu ne reconnaît pas la nation, il reconnaît les communautés. Et les communautés, peu importe vos origines ethniques ou tribales, peu importe, vous êtes de la communauté religieuse. Donc ça englobe tous les gens qui se revendiquent de cette religion. Il n'y a pas de frontières de couleur, de niveau social, etc. Ni même géographique. Après, il y a une zone géographique évidemment. C'est de facto. On n'est pas en lévitation autour de la Terre, on est tous sur des zones précises. Donc, au bout d'un moment, il y a une zone à peu près cohérente et qui se dessine, ce qui correspondait au Khalifa à une époque. Mais il a été rongé par les Britanniques, les Anglais, les Italiens, les Allemands, donc toute l'Afrique du Nord. Ça, c'était juste avant, ça faisait partie du programme. Pour détruire le Khalifa, il fallait le ronger de tous les côtés, l'attaquer de tous les côtés. Donc on l'a attaqué par la colonisation. Donc tous les Européens sont rués sur l'Afrique du Nord. Je ne parle même pas de l'Afrique centrale et de tout le reste de l'Afrique. D'ailleurs, je parle vraiment je me focalise sur le Khalifa et sur le monde musulman, puisque c'est là où le cœur de la convoitise se trouvait, c'est-à-dire la Palestine. C'est pour ça qu'il fallait le détruire. Donc on l'a détruit en passant par l'Afrique du Nord et la colonisation. Donc on l'a affaibli, et puis à la fin on a lancé directement les attaques militaires avec des agents et des nations qui sont rentrés directement. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours les franco-britannico-sionistes hein, qui sont à la manœuvre, avec les États-Unis en retrait toujours, mais toujours là. Hein, et plus le temps est passé, plus ils se sont imposés les Américains, évidemment. Et donc après la Première Guerre mondiale, nous avons eu donc c'était pendant la Première Guerre mondiale, donc on a relancé ces premières révoltes arabes, et puis une fois que ça s'est terminé, étonnamment, la victoire a été pour les Alliés. C'est eux qui ont récupéré, donc ils ont détruit, ils ont défait l'Empire ottoman, mais c'était très bien calculé, donc au final, ils ont récupéré un territoire magnifique, et surtout, ils ont réussi à se partager le gâteau. Il fallait le faire intelligemment. Évidemment, la France donc a récupéré la Syrie, et instantanément, l'étonnant monsieur Ibrahim Hanounou a eu l'idée géniale de se dire ah bah tiens je vais m'opposer contre les Français, je veux pas qu'ils restent en Palestine, en Syrie, parce que c'est pas cool. Donc on s'est battu contre les Turcs quelque temps avant, sur injonction des Britanniques évidemment, et aujourd'hui on va se friter contre, je vais me friter contre les Français, sur injonction, sur soufflage, entre autres, ça se dit peut-être pas mais on va dire que ça se dit, de nos chers amis bolcheviques, dirigé par un certain, à l'époque, Lénine. Alors pour info, Lénine, c'est un athée total. Pour lui, la religion, c'est l'opium du peuple. Phrase très célèbre de ce sieur. Il est de confession, donc soi-disant chrétienne orthodoxe. Ça, c'est pour la légende, mais pour lui, il n'est pas spirituel, c'est un vrai athée. Et pour lui, c'est vraiment de la fumisterie. Et ce qui est très étrange, c'est que sa maman est juive. Elle est juive, mais elle s'est convertie à l'orthodoxie. Bon. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, peu importe la religion, la spiritualité, le fait de naître d'une maman juive, ça fait de vous automatiquement un membre du peuple élu, parce que c'est la transmission par le sang, n'est-ce pas? Alors c'est pas la même transmission par le sang pour tout le monde. Quand c'est religieux, c'est le sang qui coule dans vos veines, et quand c'est religieux, mais dans le sens il faut prendre la terre, c'est le sang qui coule, mais directement en dehors de vos veines sur le sol. Ça arrose le sang. C'est ce qu'a dit récemment, je crois que c'est l'ambassadeur d'Israël, je ne sais plus si c'est en France ou dans quel pays, il a dit ça à la télévision en français, la guerre se fait par le sang des Palestiniens, il faut répandre le sang des Palestiniens. À peu de choses près, c'est ça, c'est le sang, c'est celui-ci, les mots sont peut-être pas tout à fait comme ça, on peut dire ça à la télé sans être poursuivi, enfin, je ne comprends pas. Si je comprends en vérité, je sais où on est, je sais que c'est Satan qui gère ce pays, ce monde, cette planète, pour l'instant évidemment, et c'est lui qui a le micro, et c'est ses partisans qui continuent à croire que ils ont gagné déjà, et ils pensent qu'ils arrivent à la fin, donc ils se lâchent, ils se cachent plus, voilà, c'est comme tout, vous savez, c'est comme un lion quand il vous attaque,
Il va vous guetter et il sera dans l'invisibilité par rapport à vous pendant tout le temps de la traque qui dure 99% du temps. Et puis quand il arrive à portée de pattes, il sort des buissons, il apparaît ouvertement et il vous saute dessus. Mais ça, c'est la fin. Donc quand ils pensent qu'ils sont dans cette... évidemment, la bétail, c'est nous, et les lions, c'est eux. Enfin, ils se pensent, c'est la tribu de Judas. Hein. Et Judas, c'est le lion. Hein. D'ailleurs, la royauté en général, c'est le lion, et c'est pas seulement la royauté chrétienne ou je ne sais quoi. C'est vraiment le lion, c'est pour eux, c'est Judas. C'est le roi qui va arriver, c'est le lion, c'est leur lion. C'est pas une blague. Donc tous les lions qui ont été acceptés, toutes les idées du rôle des lions validées par toutes les royautés du monde entier depuis des lustres, elles remontent en réalité toutes avec le principe du roi de Juda. Voilà. Et le roi de Juda, c'est qui? C'est un certain borgne. Et donc le conflit commence parce que voilà, on a soufflé les nihilistes bolcheviques, donc, dont Lénine faisait partie et qui étaient donc évidemment intéressés par une destruction et le chaos en Palestine. Officiellement, il était athée, c'était pas ce qui l'intéressait. Officieusement, il est enfant de la communauté des Lumières et des pleureuses dreadlocks. Donc, clairement, que vous le vouliez ou non, il a travaillé pour sa secte, c'est tout. On peut dire ce qu'on veut. Moi, mon point de vue, il est clair, net et précis. On ne fait jamais rien gratuitement. Toutes les idéologies du monde, elles ont un sens. Quand on défend une idéologie à coup de millions de morts et de guerres, il y a un but. C'est pas pour la gloire, c'est pas pour le territoire, c'est pas pour les monnaies. Ça va au-delà de ça. Et il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'exception à la règle, je veux dire. Je ne devine pas, je ne dis pas pour dire. Je fais un constat par rapport à ce qui s'est réellement passé, concrètement, et je remonte les fils, je regarde les décisions qui ont été prises avant, les actions qui ont été menées, qui les a menées, pourquoi, comment. Et à la fin, la conclusion, elle coule de source, pour le coup, c'est le cas de le dire. Elle coule, le coule de source et le sang coule surtout. C'est toujours cette règle immuable qui est toujours maintenue et recherchée. Le sang qui coule tout le temps. Donc on arrive avec ça et ben, M. Ibrahim Anonou décide d'attaquer avec d'autres personnes. Il remonte, il arrive à soulever des populations. Et ce Ibrahim Anonou donc, combat pendant un certain temps les Français et par qui il est armé, je suppose que ça peut être les Russes, même donc les bolcheviks si vous voulez. Mais il n'y a aucune preuve qu'il le valide. Mais il a été financé militairement. Déjà, il avait de l'argent, mais ça ne suffisait pas pour maintenir une guerre. Il a fait la guerre pendant des années, 2-3 ans. Les Ottomans aussi, je pense, c'est aussi une piste, parce que je ne vois pas autrement qui pourrait... Puisque les Ottomans étaient aussi en guerre contre la France à cette époque-là. Donc à l'époque, c'était Atatürk qui avait pris le pouvoir, bien que le califat existait toujours et que la République turque n'était pas encore proclamée. Ça n'est arrivé que... donc si on est en 1920, c'est arrivé 3-4 ans après. 23-24, il y a eu la révolution... la proclamation de l'État turc, ça doit être entre 22-23 et 24, ils ont aboli le califat. C'est dans ces eaux-là, une année près, je dis ça de tête. Et donc je pense qu'il a été fourni en armes et en biens divers et variés pour maintenir le combat par les jeunes Turcs, c'est eux qui étaient au pouvoir. Et pour info, il a été formé à Istanbul, puisque c'était le califat et c'était l'Empire ottoman qui gérait. Donc Anonou, il a vécu à Istanbul, il a été formé dans la grande faculté là-bas. Je ne sais plus quelle étude il a suivi, mais c'était donc un notable vraiment, et un érudit, il avait un certain niveau d'études et de connaissances. Et il a vécu là-bas pendant un certain temps, donc il connaissait beaucoup de monde, si vous voulez, en Turquie. Et il avait des contacts jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs, avec les dirigeants du moment de l'Empire ottoman et ensuite de la République turque. Ce qui fait qu'il connaissait bien, donc il a été aidé aussi, pas seulement, donc probablement à 99% à coup sûr, il a été aidé par les Ottomans, mais il avait toujours eu des contacts avec les jeunes Turcs qui est un mouvement maçonnique, qui est le responsable du génocide arménien. Génocide arménien qui a profité à la création de l'État imposteur d'Israël, je le rappelle. Génocide arménien qui n'a absolument rien à voir avec les musulmans. Pas absolument plus rien à voir, même si le califat existe encore, ceux qui dirigeaient la Turquie concrètement à cette époque-là, en 1915, donc le génocide arménien, ce sont les jeunes Turcs dirigés par un certain Mustafa Kemal Atatürk. Kemal, c'est pas son vrai prénom, Mustafa sûrement, et Atatürk c'est son pseudo, ce qui veut dire le père des Turcs, mais Kemal c'est-à-dire le complet. C'était une qualification qu'on lui donnait. En réalité, c'était juste un sabbatéiste, autrement dit un dominé, qui jouait, donc c'était un juif caché, déguisé. C'est un descendant idéologique et même peut-être ethnique de Sabbatai Zevi qui a vécu à Salonique et qui a créé sa secte quelques siècles auparavant. Et donc lui c'est un descendant, il est né à Salonique aussi. Grande ville sabbatéiste qui a vu naître entre autres la maman d'un certain Sarkozy, comment il s'appelle, tout petit, Nicolas, voilà, Nicolas. Il a été condamné, donc on peut dire que c'est un délinquant.
Il a plus de bracelet, maintenant il est carrément libre, enfin il a fait ce qu'il a pu, il a tué des milliers de Libyens pour les printemps arabes qui sont, comme disait BHL, c'est bon pour Israël les printemps arabes. Pour dire, dès que le sang arabe il coule, c'est bon pour Israël. Pas que le sang arabe, mais ils adorent le sang arabe. Ils adorent, je sais pas, il doit avoir un goût qui, je sais pas, qui doit les rendre heureux, ça doit être un élixir, une drogue, je ne sais pas. Et donc il a combattu les Français pendant un certain temps, et jusqu'au moment où malgré tout, ils ont réussi entre guillemets à avoir une espèce d'indépendance ou d'une autonomie. C'est ce Ibrahim Hanounou. En même temps qu'il les combattait, il a été initié en tant que franc-maçon dans une loge qui s'appelle la loge Keisoun, si je ne dis pas de bêtises, en 23, je crois. Et il est une loge qui est affiliée au Grand Orient de France. Et c'est pas par hasard qu'il a été initié dans cette loge. Indifféremment, les Français et les Anglais ont installé, elle existait déjà, mais c'était pas à ce point-là. Là, ils ont installé des loges maçonniques pour leur propre intérêt, pour ensuite pouvoir monter des nations, des sociétés, c'était prévu. Et donc, grâce à ces loges maçonniques réparties dans tous ces pays, avec leurs agents évidemment, on pouvait ensuite former les futurs dirigeants de ces pays-là et obtenir d'office leur allégeance. Et c'est comme ça qu'on a réussi à installer des gouvernements ridiculement fantoches là-bas dans ces pays, en Syrie, au Liban, en Irak, en Palestine aussi évidemment, et probablement ailleurs encore. Je rajoute à cela toutes les sectes qui existent, parce que c'est une fourmilière à sectes là-bas, dans le Moyen-Orient, et en particulier le Levant. C'est que ça, c'est des sectes kilomètres carrés, il y en a plein. C'est à croire qu'il y a un élevage, c'est étonnant, plus on se rapproche des terres saintes et plus il y a des sectes, c'est étrange, ou pas, vous voyez comme vous voulez. Plus on s'approche de la vérité, plus Satan va détruire et va faire ce qu'il peut pour divertir et égarer. Donc la création de sectes coule de source en réalité. Et comme les francs-maçons, pardon, c'est les grands constructeurs, ceux qui rêvent de construire le temple, hein, parce que c'est que ça, la franc-maçonnerie, hein, pour ceux qui pensent encore que c'est des altruistes qui sont dans le bien commun, ils veulent créer des sociétés et les développer pour le profit de tous. Vous voyez, c'est des philanthropes. Ils sont là pour l'intérêt vraiment de tout le monde, grâce au savoir et à l'initiation produite par le grand architecte de l'univers qui leur donne les grandes clés des mystères de cette planète. Mais bon, à part un charlatan borgne, c'est tout ce qu'il y a, c'est ça leur secret. Ils travaillent pour lui, mais eux, ils vous font croire que mon cul, machin, et vas-y que je t'aide, et vas-y que je suis gentil. Bref, je vais pas revenir dessus. Si vous cherchez un peu sur la maçonnerie, renseignez-vous. Regardez Cabale, maçonnerie, et vous allez rigoler. Voilà. Ou pas, ça dépend encore une fois. Et voilà, donc on a ça, on a cet agent qui a combattu sur ordre des Anglais les Ottomans en Arabie. Et pas peu fier de ce qu'il a fait, il est revenu en Syrie et il a combattu les Français, qui sont en réalité ceux qui l'ont formé dans la tradition maçonnique ésotérique, puisque c'est une mouvance ésotérique. Et comment dire, et juste dans la foulée, ensuite, finalement les Français ont accepté de créer l'État syrien, pardon, et il fallait nommer un gouvernement. Pour info, Ibrahim Hanounou n'était pas seul à être initié à la loge Keisoun de Damas. De Damas ou d'Alep, je ne sais plus. En tout cas, c'est très facile à retrouver, les sources, elles sont très faciles. Ils étaient un certain nombre d'autres grands personnages importants qui ont combattu avec lui directement ou pas, et ils en ont initié donc un certain nombre. Et quand la France a décidé donc de donner cette espèce de début d'un peu de dépendance à la Syrie, avec les frontières qu'il a plus ou moins aujourd'hui, hein, d'ailleurs, hein, en partie. Hein. Après, quand ils ont créé Israël, ça a changé. Ils ont créé l'Irak et la Syrie, ça a été... Bref, peu importe, mais dans la foulée, ils ont donc donné un gouvernement et quasiment tous les postes qui ont été... donc tous les ministères ont été donnés à des gens qui ont été formés en partie dans la loge de celle de M. Hanounou, Ibrahim Hanounou, et de d'autres loges. Mais quasiment l'intégralité du gouvernement était franc-maçon. Tous affiliés à la grande loge... du Grand Orient de France, pardon. Et ça, vous vous dites, c'est très étrange. Donc, ce Ibrahim Hanounou et ses contemporains syriens qui ont été donc nominés au gouvernement ont tous combattu la France. C'est pas un peu du foutage de gueule, ça? Et pourquoi je parle de ce Ibrahim Hanounou? Parce que c'est l'arrière-grand-père, pardon, d'une certaine Rima Hassan. Vous voyez un peu le dessin qui se profile en face de vous, là? Et Rima Hassan a un arrière-grand-père qui est l'exacte copie conforme du grand-père, cette fois-ci, d'un certain Tariq Ramadan. Sauf que là, ça se passe en Égypte. Ça se passe en Égypte, c'est quasiment à peu près, plus ou moins à la même époque, mais ça se passe en Égypte. Et là, on a une espèce d'effet miroir qui sont donc leurs descendants, le petit-fils pour l'un, Tariq Ramadan,
Et la petite fille, pardon, pour l'autre, est Rima Hassan. Tous les deux sont en France, tous les deux sont francophones, tous les deux prêchent un message particulier. Tariq Ramadan, il allait loin, lui. Ah, il allait loin, lui. C'était un champion du monde, mais lui, Tariq Ramadan, son grand-père, donc monsieur Hassan al-Banna, qui n'est pas son vrai nom Al-Banna, c'est ce qui veut dire le constructeur, celui qui a construit, celui qui construit en construction, peu importe, c'est un rapport avec la construction, la maçonnerie. Pour moi, ça veut dire le franc-maçon, Hassan al-Banna. On dit le maçonnerie, mais c'est pareil, je veux dire, on tourne, vous savez, on essaie de ne jamais donner le mot directement, on fait passer par la symbolique, par des choses qui peuvent vous évoquer quelque chose sans le dire directement. Donc Hassan al-Banna, qui est donc celui qui a initié la secte des frères musulmans sur financement et sur injonction, encore une fois, de la société du canal de Suez, qui était une société britannico-sioniste. C'est toujours du sionisme derrière. Ceux qui sont à l'intérieur, même s'ils sont britanniques, de nationalité, de langage, de culture, mais les personnes en elles-mêmes, elles ont une idéologie sioniste, toujours. C'est toujours en rapport avec le Grand Orient. Le Grand Orient, tourné vers l'Orient, toujours, toujours. Et la maçonnerie, son temple avec le fils de la veuve, tout ça c'est dans la Bible, c'est dans la Torah, je veux dire. On se base pas sur la Torah pour le fun, pour dire juste on prend l'idée, mais c'est de la symbolique, il n'y a pas de fond. Il faut pas se moquer faut pas se moquer des gens, sincèrement. Faut arrêter de se foutre de la gueule ouvertement des gens en niant l'évidence que tout le monde peut voir. Et donc ce Hassan al-Banna, il a pris l'argent sur injonction des Britanniques qui géraient le canal de Suez, donc qui avait beaucoup d'argent. Et on lui a demandé de créer un groupuscule qui deviendrait le fameux frères musulmans. Ensuite, il y a le nationalisme qui était déjà là, donc qui était installé partout, dans tous les pays arabes, partout, sauf en Palestine. Il n'y avait pas cette idée d'indépendance de défendre son pays. Non, c'est partout, tous, Syrie, Égypte, Jordanie, Irak, Liban, tous, partout il y a eu le nationalisme. La Palestine, c'est arrivé bien plus tard. Et ça a permis justement aux sionistes de pouvoir se dire on va prendre la terre plus facilement. Donc ils ont inoculé le cancer du nationalisme dans tous les pays, à commencer par l'Égypte, pour pouvoir ensuite, ça a permis de détruire à chaque fois le khalifa, à chaque fois. C'est ça qui a mobilisé les populations. C'est pas que ça, mais ça a permis, entre autres. Et grâce à ça, on a pu monter des collectifs de personnes à l'intérieur de chaque nation qui ont finalement réussi en tout cas, du moins à faire du mal au khalifa, et ça l'a affaibli. Donc les Ottomans ont eu différents foyers de résistance. C'est un travail de longue haleine, mis en place par les britannico-sionistes. C'est un vrai travail d'orfèvre, de manipulation démoniaque. C'est très malin, dans le premier sens du terme. Et donc on avait donc la famille Ramadan qui a attaqué, enfin pas Ramadan, c'était donc Al-Banna. Je n'ai plus le nom de famille d'origine, je ne connais plus, je l'ai oublié. Et donc son grand-père donc, a pris l'argent des Britanniques, les ordres, et il a fondé ce groupuscule frères musulmans qui est construit comme une loge maçonnique. C'est d'initiation, c'est du cooptage, il y a des rites, etc. Et à la fin, ils ont créé ce groupuscule terroriste qui a toujours tué quand il fallait, sur ordre, etc. Ça n'a rien à voir avec l'islam, vraiment rien. Même s'ils s'appellent les frères musulmans, c'est facile de s'appeler les frères de quelque chose. Moi, je préfère aussi les frères juifs, et je crée ça de mon côté, et je fais ce que je veux, et surtout je tue les gens. Voilà. Au nom, puis je dis bien frère juif. Qui a qui a 2 centimes de neurones d'intellect, il va comprendre que c'est du foutage de gueule, mais non. Bref, donc son frère, il a créé SKO en Égypte, donc c'est devenu quelque chose qui luttait contre le pouvoir, et forcément le pouvoir qui commençait à prendre forme et qui a vu la naissance de l'Égypte moderne, il a combattu ce cancer qui était à l'intérieur. Ça a tellement été combattu que les membres de cette famille, donc Hassan al-Banna, il avait une fille, qu'il a marié à un certain Ramadan, je ne sais plus comment il s'appelait, c'est Saïd Ramadan, c'est le père de Tariq Ramadan. Et Saïd Ramadan, ça a été clairement annoncé, c'était un agent de la CIA, il travaillait pour la CIA. Donc le grand-père, il travaillait pour les Britanniques, et le gendre, celui qui a épousé la mère de Tariq Ramadan, donc la fille de Hassan al-Banna, lui c'était un agent de la CIA, belle famille. Donc travaillant pour l'Occident tout le temps pour la destruction de l'Empire musulman, il fallait détruire quand même l'Égypte parce que c'était le plus gros morceau qui empêchait vraiment l'installation de l'État imposteur Israël futur. Il fallait détruire en amont. Donc il y a eu cette destruction faite avec ces agents. Il n'y a pas que eux, évidemment, ils sont nombreux, mais eux c'est les plus importants. Saïd Ramadan a été donc avec un 56, la guerre du canal de Suez, etc. Il y a eu des fuites, il y a eu des agents qui sont partis ou qui sont évadés préventivement, dont la famille Ramadan qui a été exfiltrée tout simplement. Je ne sais plus en quelle année, mais c'était juste, je pense que c'est très très proche à l'époque du canal de Suez, la guerre de Suez. Et il allait s'installer, donc on l'a exfiltré à Genève. On lui a filé la mosquée de Genève, qui est gérée depuis jusqu'à aujourd'hui par le frère, si je ne me trompe pas, je ne me sens pas que ça a changé,
par la famille Ramadan, mais surtout par le frère Hani Ramadan. Tandis que Tariq Ramadan, lui, il a, vu que je pense que c'était le plus éloquent, ils sont 6 frères, hein, et je crois une ou deux sœurs, et lui, Tariq Ramadan, il a eu le droit à la médiatisation parce qu'il parlait très très bien, il était très éloquent. Vous l'avez tous vu parler, il parle très très bien, il présente bien. Il sait comment tourner les phrases, tourner les choses, comment présenter les choses. Donc il a expliqué qu'il était très pieux à tout le monde. Il a tellement bien expliqué qu'il l'a même prouvé, parce qu'il arrivait à passer 12 heures dans un pieu, sans sortir du lit. Et pas tout seul, hein. Et pas dans son lit, et pas avec sa femme. Mais plein d'autres femmes, ça c'est génial. Donc on a vu la traîtrise de ce personnage, de ce mensonge avec l'éthique islamique. Oui, on a vu l'éthique. Et je sais pas comment il définit le mot éthique, lui, mais c'est un éthique. Une éthique plutôt, et je pense qu'une éthique c'est une femme, quoi. Et lui, il aime bien représenter l'éthique sous toutes ses formes, de toutes les origines, de toutes les... Je vais rester, je vais pas parler plus, parce que je vais encore tourner en dessous. Bref, donc Tariq Ramadan a été donc cet agent payé par le Qatar, donc avec cette filiation très dégueulasse. C'est une filiation de traître à la cause de la Oumma, celle qui soi-disant défendait et représentait, cette Oumma qui a laissé le califat se faire détruire par ses propres représentants, on va dire. Donc Tariq Ramadan, aujourd'hui, il est, entre guillemets, rattrapé par son destin, par sa filiation spirituelle, c'est-à-dire c'est de la traîtrise, c'est du mensonge, c'est tout ce que vous voulez. Donc, en fait, ça n'a pas sauté de génération, du coup. Le grand-père qui était traître avec les Britanniques, le père qui était traître avec les Américains, et le fils qui était traître avec tout le monde. Et il a fréquenté le Qatar, il a travaillé avec les Britanniques, Tony Blair, pendant qu'il bombardait l'Irak, en 2003, 2004, etc. Il avait une chaire à Oxford, soi-disant. Bref, il a fait que des choses sympathiques. Il voulait maçonniser. Je pense qu'il est franc-maçon. Je pense que j'ai très peu de. J'ai pas de doute là-dessus. J'ai aucune preuve, hein, mais j'ai pas de doute là-dessus. Comme probablement son père et son grand-père, son grand-père albanin, je veux dire, c'était signé, comme dirait l'autre. Donc on cherche pas plus. Donc on a eu cet agent-là en France, et en parallèle, on a la famille. Je reviens sur Hanounou. Et ensuite, il avait une fille, Ibrahim Hanounou, et cette fille, il l'a déshéritée parce qu'elle s'est mariée, donc c'était la grand-mère de Rima Hassan, donc il l'a déshéritée, on va dire, entre guillemets, il l'a excommuniée, je crois pas trop, mais c'est la légende, parce qu'elle s'est mariée avec un Palestinien communiste. Et donc ça c'était juste avant, je pense, dans les années 30, et ensuite il est mort, mais comme il l'a excommuniée, elle a perdu tous les territoires, tous les terrains qu'elle avait, toutes les richesses qu'ils pouvaient avoir, parce qu'ils avaient des terrains, ils avaient de l'argent et tout. Il y a eu plein de réfugiés, donc ils sont réfugiés dans tous les pays limitrophes, et en particulier en Syrie. Et il y a un des camps qui était sur le territoire, sur la terre, qui était dans son arrière-grand-père. Et donc c'est assez drôle. Je me posais même la question si le camp, ce n'est pas celui dans lequel elle est née. J'ai un doute, j'ai pas la preuve, mais... Bref, donc cette fille-là, puisqu'elle s'est mariée avec un Palestinien, donc communiste en plus, hein, toujours l'idée communiste. Là où ils ont commencé, une fois qu'Israël a été créé, c'est là où ils ont commencé à instaurer l'idée de nation. À l'époque, ils n'en ont rien à faire, donc ils ne sont pas rebellés plus que ça, les Palestiniens. L'idée d'avoir une nation, parce que les Juifs, ils avaient cette idée-là. Donc ils l'ont bien mise de côté, ils l'ont donné à tout le monde, sauf aux Palestiniens, pour pas qu'ils se révoltent. Et voilà, vous savez comment on dit, quand vous voulez foutre le chaos, il faut secouer le peuple avant de s'en servir. Voilà, agiter le peuple avant de s'en servir, c'est ce qu'ils ont fait. Ou ne pas l'agiter, c'est ce qu'ils ont fait avec les Palestiniens. Ils ont agité certains et ils ont calmé d'autres, ils ont endormi d'autres, et ça a marché. Et donc les mecs comme Ibrahim Hanounou sont les traîtres, les crapules, les plus gros vendus qui puissent exister. Et ce mec-là, donc il a banni sa fille elle s'est quand même mariée avec ce Palestinien. Ils ont vécu dans des camps ensuite quand Israël a pris la terre et le pays. Donc ils ont été chassés avec la Nakba. Le Nakba qui est arrivé donc en 48, ils sont partis en Syrie. Ils ont vécu là-bas, ensuite ils se sont installés, etc. Et ensuite, donc c'est la grand-mère. La grand-mère a donné naissance à la mère de Rima Hassan, qui elle aussi s'est mariée, donc elle s'est mariée avec un autre Palestinien. Et du coup, elle est née en 92 dans un camp de réfugiés, donc celui de Nerab, je crois. Et aujourd'hui, cette jeune fille qui serait née là-bas, en plus tout est flou dans son histoire. Elle a fini par revenir en tant que réfugiée. Je crois qu'elle avait, je sais pas, 7 ans, 8 ans, elle est venue en France. Tout est flou dans son histoire depuis qu'elle est née, même son grand-père, tout ce que je viens de vous dire, son arrière-grand-père. Il y a des informations, mais il n'y a rien qui est lié, il manque des éléments. Et moi, je pense qu'on va au-delà de ça. De ce que je viens de vous dire déjà, mais si on cherche, on va trouver, je pense que ça peut être très violent, mais comme j'ai pas de preuves, je vais me retenir de parler. Je donne des faits qui sont, entre guillemets, avérés. C'est pas détaillé précisément, mais les grandes lignes, elles sont là. Après, le reste... On peut dire ce qu'on veut, puis après elle raconte ce qu'elle veut elle aussi, hein, parce qu'il y a aussi des informations qu'elle donne, je pense que c'est 80% c'est du pipeau.
Donc ils sont revenus en France, elle a été réfugiée avec sa mère, son père il était dans l'aviation syrienne de l'époque de Bachar al-Assad. Bon après il a fait ce qu'il a pu, peu importe, c'est un Palestinien mais syrien. Bon, ce que je sais c'est qu'elle est venue en France, elle a fait des études, elle a réussi à progresser, etc. Elle a fini par faire de la politique et de faire, donc elle a travaillé je ne sais plus où au niveau droit international, elle a monté des ONG pour défendre le droit de certaines personnes, des gens exilés, je ne sais plus quoi, enfin un truc là assez classique. Et puis finalement, elle a été mise en avant, comme vous l'avez vu, depuis 2023, pardon. Et aujourd'hui, on a elle, cette descendante de traître, qui a travaillé avec l'ennemi et qui a permis, par son œuvre, la création de l'État imposteur d'Israël. État imposteur d'Israël qu'aujourd'hui, soi-disant, elle combat. De l'autre côté, on a Tariq Ramadan, qui, pareil, son grand-père, a permis au final la création de l'État imposteur d'Israël. État imposteur d'Israël que, soi-disant, Tariq Ramadan combat et combattait. Est-ce qu'il le combat encore? Je ne sais pas. En tout cas, aucune confiance. Absolument aucune confiance. Et je vais revenir sur la famille Hanounou. Je suis persuadé qu'il se revendique sunnite, musulman sunnite, du côté donc de son grand-père, arrière-grand-père syrien et kurde. Je pense que ça c'est du foutage de gueule, je suis persuadé qu'ils sont druzes. Ils correspondent parfaitement, son particulier, son arrière-grand-père. Après, elle se revendique même pas musulmane, elle est neutre, hein. Vous voyez, quand ses comportements, ses attitudes, elle a rien de musulmane, elle est juste d'origine, entre guillemets, de région où l'islam est pratiqué, mais en elle-même, elle ne représente absolument pas l'islam. Mais absolument pas. Après, je dis pas que c'est bien, c'est mal, je constate simplement. Pour moi, je la considère pas comme une musulmane, c'est tout. Et comment dire, et son grand-père, son arrière-grand-père, je suis persuadé que c'est un druze. Déjà, la région d'où il vient, c'est un des fiefs des druzes. Après, ils ont été pourchassés, ils ont vécu partout. Ils n'ont pas été pourchassés pour rien, hein. Il n'y a pas plus versatile qu'un druze. Vraiment, oubliez les Domnay, les franquistes, les varanes, les sabatéistes, etc. C'est des joueurs de bonto à côté. Les druzes, c'est du haut niveau de crapulerie. Haut niveau de crapulerie. Et bref, il y a plein de choses à dire. Je vous conseille vraiment de vous renseigner sur les druzes. Vous allez tomber de votre chaise si vous êtes assis, vous allez tomber si vous êtes debout, et vous allez vous volatiliser si vous marchez. Faites attention quand vous vous renseignez sur ce sujet. Et c'est étonnant qu'on en parle tellement peu, tellement pas. Israël, par contre, je sais très bien ce qu'elle fait avec les Druzes. Donc, je pense que c'est un Druze. Je pense que sa famille est Druze et ça explique beaucoup de choses dans leur comportement, dans leur versatilité, dans leur non-appartenance à aucune nation. Ils peuvent changer de veste, de filiation. Ils n'ont pas de parole, tout simplement, dans leur attitude. Et ça permet d'expliquer le comportement de son grand-père et même eux, et même sa descendance. Donc, quand je la vois, elle, moi, je vois quelqu'un de versatile, d'hypocrite, d'intéressé. Son comportement ne sert à rien en réalité. Par contre, elle va servir à quelque chose prochainement, puisque sa popularité est mise en avant pour pouvoir ensuite, elle va créer du clivage, c'est normal. On l'a pas mise en avant pour rien. Donc elle va mettre, même si on l'a mise en avant de manière négative, mais elle fait comme elle est partisane, elle va ramener, donc plus on va les critiquer, plus elle va ramener ceux qui la soutiennent déjà ou ceux qui la soutenaient à peine, voire ceux qui ne la soutenaient pas mais qui n'avaient pas encore choisi leur idéologie et leur camp. Elle va ramener beaucoup de gens, des indécis et d'autres qui la suivaient déjà, en masse. Ce qui va permettre ensuite, donc elle a été élue au Parlement européen, et la continuité avec LFI et le franc-maçon donc Merluchon, on va partir au présidentiel et probablement qu'ils vont arriver à un moment à faire quelque chose, soit à l'élire lui président et faire un gouvernement avec peut-être elle ou pas, c'est peu importe. En tout cas, il va être au pouvoir à un moment ou à un autre avec leur idée maçonnique, parce que là, ça va être la franc-maçonnerie clé en main. En 2027, peut-être que c'est leur projet. Je spécule, hein, j'essaie de voir un peu où on peut aller, en donnant des concordances tangibles et proches. Moi, je vois bien la possibilité pour pouvoir faire rentrer, cette fois-ci de manière cachée et discrète, la Merluche. Voilà, tout simplement. Donc Merluche va pouvoir peut-être profiter de ça, parce que ça va faire venir, entre guillemets, les votes des musulmans. Ceux qui ne votent plus, je dis entre guillemets musulmans, parce que voter déjà, ce n'est pas islamique. Ce n'est pas islamique. Après, on vit dans un pays qui n'est pas islamique, je comprends, mais on n'est pas obligé de participer à cette mascarade. Il y en a beaucoup qui ne votent pas, mais il y en a beaucoup qui votent aussi. Et il y en a beaucoup qui votent qui ne votent plus parce qu'aussi ils sont un peu dégoûtés de la politique, etc. Vu l'ambiance et le climat en France, concernant les musulmans en général, qu'ils soient de nationalité française ou pas, hein, je veux dire, ou d'origine ou pas française, peu importe. Donc il y en a beaucoup qui vont se remettre à voter pour ça, grâce à elle. Donc plus vous lui crachez dessus, plus ça lui fait, c'est bénéfique pour elle, et
Et donc plus le plan, et c'est ça le plan de nos chers dirigeants sionistes, il est magnifique parce que c'est ce qu'ils veulent. C'est exactement ce qu'ils veulent. Là, quand vous allez voir la présidentielle de 2027, si Mirluchon est élu, ou j'ai du mal à croire qu'il sera élu, mais je pense qu'il deviendra Premier ministre. Il y aura un truc comme ça, parce qu'ils vont faire un gros score. Ils vont se faire battre par une crapule qui va être la même chose que Macron et compagnie, hein, que Sarkozy, etc. Ça ne changera rien. Mais on va l'avoir. On va avoir quelque chose de monumental et on aura le temple de Jérusalem, clé en main, à l'Élysée, ou qui dirigera le pays par le fait d'être le Premier ministre et le dirigeant du gouvernement. Et en plus, ils auront la majorité à l'Assemblée, enfin, ils pourront faire voter des lois, etc. Et là, ça va être freestyle, ça va être propre. Alors pour info, je le rappelle encore, vous pensez que vous n'avez jamais eu l'extrême droite, vous pensez que l'extrême droite peut arriver au pouvoir, mais réveillez-vous, elle est déjà là. Depuis au moins Sarkozy, elle est là, l'extrême droite. En France, elle dirige le pays. Et ça se voit de plus en plus. Je ne sais pas ce qu'ils n'ont pas encore compris, les gens. L'extrême droite dirige ce pays. Vous n'allez pas voir, arrêtez d'avoir peur de quelque chose qui risquerait d'arriver, puisqu'il est déjà là. Vous barbotez dans les eaux de l'extrême droite en France. C'est ça qui est génial, c'est que vous n'en rendez même pas compte. Puis on vous fait croire que oui, il faut combattre l'extrême droite, alors que vous êtes là, avec elle, en train de lui taper des bises. Bref, peu importe. Mais continue à dormir. Donc après avoir eu le sabbatéiste Sarkozy, ensuite on a eu le Maran Hollande, ensuite on a eu Macron, le fils de Rothschild, le fils de la veuve, probablement Maran aussi. On va avoir directement le fils aîné de Gadelou. Ou à l'Élysée, ou à Matignon, et donc il dirigera la France. Ça va être génial. C'est probablement là où on va aller. Donc toutes ces petites manœuvres politiques, tous ces personnages qu'on sort de nulle part, comme des diables de leur boîte, que ce soit Rima Hassan ou d'autres, hein, parce qu'il y aura sûrement d'autres épisodes avec d'autres personnages, dans d'autres mouvances d'ailleurs, hein, pas forcément avec les musulmans ou quoi, okay, ça peut partir dans tous les sens. Dites-vous bien que c'est de la mise en scène encore une fois et que ça sert à l'intérêt. Quel est l'intérêt? Vous le verrez au fur et à mesure, mais on sait qu'à la fin, il faut avoir une nation qui dirigera toujours les projets et le destin de la nation vers Israël, à un moment ou à un autre. Alors, ce ne sera jamais affiché ouvertement, mais maintenant, est-ce qu'ils se cachent? Non. Alors, là, si c'est Marluche qui vient Premier ministre ou président, il va gérer de sorte à ce que ce soit bien emballé, mais ce sera toujours dans cette direction. Surtout un franc-maçon de grand-père en petit-fils. J'ai du mal à croire que la République, c'est lui. Son corps est sacré, je vous le rappelle juste. La République, c'est lui. La République des Lumières, les Lumières maçonniques. Toujours en train de regarder le Grand Orient. C'est-à-dire, à l'époque, c'était le phare d'Alexandrie qui illuminait le Grand Orient. Il était tourné vers Jérusalem. Le phare d'Alexandrie, celui qui a une des 7 merveilles du monde qui a disparu. Il illuminait Jérusalem, comme la Statue de la Liberté. À New York, elle est orientée vers Jérusalem. Elle a sa torche qui illumine toujours. Mais bon, ça c'est des détails, les gens ne voient pas les symboliques, peu importe. C'est pas des symboliques cachés, c'est des symboliques toutes basiques, qui sont même plus des symboles en réalité. Elles sont vraiment des... C'est un panneau qui vous dit, voilà, regarde ce qu'on te montre là, parce que c'est là où on va. Et les maçons, ils vous disent, nous on parle carrément de temple, on se cache pas. Donc construire un temple, c'est pourquoi? Vous voyez un peu l'idée? Si on construit un temple, les maçons veulent reconstruire un temple. Il n'y a pas de symbolique là-dedans, c'est fini la symbolique. Eux, ils vous disent que c'est de la symbolique, mais oubliez la symbolique chez eux. Il n'y en a pas. Pas à ce niveau-là. Bref, mais bon, je complotise, je m'égare, etc. Bref, donc continuez à soutenir la flottille de Gaza. C'est terminé, hein, mais il va y avoir d'autres épisodes. Alors peut-être que cette fois-ci, ils vont y aller en ski. Après, la flottille fait de la nage. Après, on aura la flottille qui fait du ski. La flottille qui va se faire ceci. La flottille à la montagne. La flottille machin. Ce ne sera pas la flottille, ce sera autre chose, mais vous voyez, ça va nous faire le coup des bronzés, mais avec, déjà en parlant de bronzés, Rima Hassan, elle colle parfaitement. Bref, donc voilà, je vais en rester là. Sachez juste que le plan continue, que l'Iran joue la petite pleureuse, avec des tonnes, soi-disant, on envoie des bombes tous les jours, avec le nombre qu'ils envoient tous les jours, ils ont quasiment rien détruit. De temps en temps, ils touchent un petit truc, mais 300-400 ogives tous les jours, peu importe la puissance, mais 300-400, alors c'est spectaculaire, les lumières, le ciel, le dôme de fer, ils se foutent de notre gueule, ils vous ont montré que le dôme de fer ne résiste pas, mais ça déjà à la base c'est du foutage de gueule. Croire que le dôme de fer a été débordé et qu'il s'avère être inefficace, et ça c'était pas prévu par ni Oncle Sam ni Israël, il faut vraiment être teubé, je sais pas moi, il faut avoir des parents consanguins, pour pas comprendre que c'est encore du foutage de gueule. En 91, vous avez oublié, pour les plus anciens, comment les missiles entre guillemets de Saddam Hussein, ces fameux Scud qui partaient depuis Bagdad ou du désert
du sud de l'Irak, ils partaient vers Tel Aviv il y avait je ne sais plus comment ils appelaient d'ailleurs leur système de défense avec les missiles Tomahawk qui captaient tous les Scud. Il y en avait quasiment très peu. Il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont arrivés, je ne sais plus combien exactement. Qui ont touché, il y en a un ou deux à Jérusalem. Et toute Tel Aviv, peut-être Jérusalem, je ne sais plus. C'est tombé la plupart du temps, ils étaient interceptés. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui passait. Et là, aujourd'hui, avec leurs trucs qui sont annoncés, machin, tout le monde les voit arriver. Ils passent au-dessus de la Jordanie, ils passent au-dessus de la Syrie, qui sont deux créations aujourd'hui, maintenant, qui sont dans la main d'Israël et des Américains. Réveillez-vous, juste comprenez ça. Donc les petits trucs qui tombent là, les petites lumières très jolies là, qui tombent le soir comme ça, et qui cassent une vitre, qui éventrent une façade, et qui tuent 3 personnes sur des frappes par milliers, au final, cumulées, vous voyez pas qu'on se fout de votre gueule. C'est le même principe que le Hamas, qui envoie des missiles toute la journée, soi-disant, et qui tombe dans le désert, qui défonce une chèvre, la pauvre, qui broutait ce qu'elle pouvait brouter, ou qui tombe sur un camion dans un coin, ou sur un olivier, voilà, c'est tout ce que ça fait. Voilà, 3 blessés, 2 cailloux qui ont changé de place. Et là, Israël arrive F-16, phosphore blanc, et là par contre, eux, ils rasent tout, ils détruisent tout. Vous voyez pas un peu comment donner le bâton pour se faire battre? Voilà, comment, avec les guignols, avec le casting toujours, le Hamas, le Hezbollah, le Fatah, tous, le djihad islamique, c'est tous des agents, directs ou indirects. Peu importe ce qu'on veut, à la fin, ils sont là pour servir la soupe et servir l'avancement, et pouvoir ensuite donner la réplique à Israël qui va faire ce qu'elle doit faire. Ça fait partie du plan, c'est un script, on va le répéter 1000 fois. Allez, je le rappelle encore une fois, bon, je fatigue peut-être tout le monde, mais bon, je vais pas... Les gens se font avoir de la même manière, donc je vais répéter de la même manière encore une fois. Mais libre à vous de croire que l'Iran est un pays gentil. Hein. Ils sont pas méchants, l'Iran. Mais leurs dirigeants, je ne parle pas des Iraniens, je ne parle pas des chiites en général, je parle de leurs dirigeants, la spiritualité chiite, utilisée par les chiites, dirigeants, servira, et c'est une sœur jumelle du judaïsme, et donc ils attendent le même messie, juste pour rappel. Bref, je ne vais pas m'égarer, Donc à la fin, au final, ils ont le même projet. Voilà. Donc quoi qu'il arrive en ce moment avec l'Iran, quoi qu'il arrive, quand l'Amérique va venir, soit elle va rentrer directement, soit elle va intimider d'une manière ou d'une autre les Iraniens, avec quelque chose de violent ou des menaces assez importantes, qui auront l'air vraiment terribles, sachez que c'est du foutage de gueule. Alors ils vont vous détruire un petit truc de temps en temps, puis vous montrer ça, mais en réalité c'est juste ça, et c'est rien d'autre. Et ils n'ont pas plus de projets de détruire que ça, et de capacité aussi. Parce que s'ils font vraiment une guerre totale, il y a plus d'Israël déjà, même si la bombe atomique n'existe pas en tant que telle, je le rappelle encore une fois, Israël sera de toute façon éradiqué. Les Iraniens, s'ils veulent, ils envoient tous les jours des personnes en 10 jours, et les Égyptiens au sud, pareil, si jamais ils voulaient, ils envahissent Israël tout de suite. Je veux dire, Israël, c'est rien. 10 millions d'Égyptiens qui partent à pied, il n'y a plus d'Israël, c'est envahi. Ils peuvent ramener leur F-16, leur char, tout ce que vous voulez, il n'y aura rien qui va se passer. Ils seront envahis. Vous voyez ce que je veux dire? L'Iran, c'est pareil, ils envoient des gens, et puis, juste les Arabes, ils partent à pied, tous les pays autour, ils rentrent, il n'y a plus d'Israël. Par la masse, voilà, ils viennent, juste ça. Mais non. Bref, le sujet n'est pas celui-ci, mais peu importe. Donc voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je reviendrai plus tard. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai pas été assez long, s'il faut que je cut, parce que c'est un peu long. Peu importe, donc je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui veulent me soutenir, vous pouvez, j'ai sorti un nouvel ouvrage qui s'appelle Les Foutus, la connerie en flux tendu. Je vous le conseille fortement, normal, c'est moi qui l'ai écrit, et je l'ai écrit pour qu'il soit lu, donc je vous le conseille fortement, encore une fois. Vous avez tous les liens dans la description sous cette vidéo, entre l'espace commentaire et la vidéo. Vous avez donc un petit espace, et là vous avez le lien pour ce livre-là, et vous avez aussi le lien pour vous abonner à ma chaîne YouTube, sur laquelle vous êtes, mais vous la connaissez. Non, il n'y a pas le lien d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Il y a le lien pour mon blog, pardon, et vous pouvez vous abonner sur mon blog, que je vais remettre, je vais réapprovisionner en texte, etc. Au fur et à mesure, après, il faut, voilà, abonnez-vous, hein, ça, c'est plus on est de fous, plus je vais l'alimenter, évidemment, c'est fait pour être lu, et c'est gratuit. Et ensuite, bah, vous avez la possibilité aussi de me suivre sur Twitter, je pense que je vais le mettre le lien, n'hésitez pas. Par contre, préparez-vous, ça défrise. Quand je vais sur Twitter, moi je vais pas que de la cuillère, je suis assez rentre dedans, il n'y a pas de politiquement correct, bref. Vous pouvez me suivre là-dessus, et vous pouvez aussi me soutenir via Tipeee, j'ai mes liens, ou vous pouvez aussi vous procurer mes ouvrages via des formules différentes de contribution, et avec différentes possibilités. Voilà, vous avez tout ça. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, le meilleur. Évitez d'écouter des gens qui racontent un peu tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Réfléchissez par vous-même, faites le tri par vous-même, et réfléchissez avec justesse, pas avec émotion, parce que c'est compliqué, hein, surtout maintenant. Puis des fois, il faut faire des recherches aussi, pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation particulière, et au moins de saisir à qui elle va profiter, pourquoi c'est en place, etc., etc.
Voilà, n'écoutez pas les premiers venus, écoutez-les, mais contrôlez, checkez et faites encore une fois votre propre opinion en cherchant de vous-même. Parce qu'on doit tous chercher de soi-même ce qu'on peut. Évidemment qu'on peut recouper les informations, écouter des personnes qui vous donnent des infos, évidemment. Mais on n'est pas exonéré de faire soi-même des recherches complémentaires ou critiques, etc. Au contraire, ça va profiter à tout le monde une fois qu'on a fait ce travail-là. Et on avancera beaucoup plus facilement et on ne se fera pas avoir par les crapules. Et on aura le comportement adéquat le moment venu quand les choses vont tourner du mauvais côté, qui vont tourner du côté obscur des choses. Donc il va falloir être éveillé et avoir les lampes torches, pas celles qui vont illuminer le temple maçonnique, mais celles qui vont illuminer notre voie. Parce que nous, ce qu'on recherche, c'est la vérité. La vérité, c'est la lumière. Et Dieu nous l'a dit, nous l'a expliqué. La religion qui nous définit, nous, c'est ceux qui cherchent la lumière, la vérité. C'est pas ceux qui inventent des choses et qui cherchent le chaos et l'obscurité. Et voilà, nous sommes dans des temps obscurs et la lumière viendra que depuis la vérité. La vérité, il n'y en a pas 150. Voilà, c'est pas compliqué. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis faites attention à vous. Encore une fois, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.